Imaginez un monde où le Nutella n'existait pas. Un monde où l'on commençait la journée avec du vin chaud, de la couenne de porc ou du fromage fort. Ça nous semble impensable aujourd'hui. Et pourtant, c'était le quotidien de toute une nation il y a seulement 2 générations. Pourquoi ces 18 petits déjeuners complets ont-ils été balayés par les supermarchés et les normes sanitaires? Aujourd'hui, je vous emmène dans une France qui se levait à 5 heures du matin, une France qui a disparu. La soupe au lait du matin, le vrai petit déjeuner paysan. Ne riez pas, ne souriez pas non plus avec cet air condescendant que l'on réserve aux choses que l'on juge dépassées. Dans les fermes du centre de la France, dans les villages du Massif central, dans les maisons rurales de toute une France qui n'avait pas encore été touchée par la modernité alimentaire, la soupe au lait était le petit déjeuner quotidien de millions de personnes. Pas de temps en temps, chaque matin, un grand bol de lait chaud, du lait qui venait directement de la vache, ce matin précis, encore tiède de l'étable, avec cette fine pellicule de crème que l'on soufflait avant d'y plonger la cuillère. Du pain rassis de plusieurs jours émietté dedans. Du vrai pain de campagne, cuit au four communal une fois par semaine, qui se réhydratait lentement dans le lait chaud en formant une bouillie épaisse et nourrissante. Parfois une pincée de sel, parfois une cuillerée de miel, parfois, les jours de fête, un peu de beurre qui fondait en surface. C'était un repas frugal, mais d'une redoutable efficacité énergétique. Des glucides lents, des protéines, du gras, tout ce qu'il fallait pour tenir jusqu'au déjeuner après 3 heures, au champ. Les enfants le mangeaient avant de marcher plusieurs kilomètres jusqu'à l'école. On le servait dans de grands bols ébréchés, hérités des grands-parents, et l'odeur du lait chaud se mêlait à celle du feu de bois. C'est la génération suivante qui a commencé à appeler ça de la nourriture de pauvres. Avec une gêne rétrospective qui dit beaucoup sur la façon dont les 30 glorieuses ont fait honte à ceux qui les avaient précédées. Les céréales industrielles arrivent en France dans les années 60, et avec elles, l'idée que le progrès alimentaire se mesure à la modernité de ce que l'on mange le matin. La soupe au lait disparaît avec l'urbanisation, avec l'exode rural, avec la honte silencieuse d'une paysannerie qui ne voulait plus ressembler à ce qu'elle avait été. Pourtant, derrière ce bol simple, il y avait une économie circulaire, un respect du produit et une forme de continuité familiale que les boîtes colorées n'ont jamais su remplacer. La tartine de Saint-Doux avec sel gris, sur le buffet en bois sombre de la cuisine, entre la cafetière en émail et la boîte à sucre en fer-peint, il y avait un pot en grès fermé par un couvercle. Un pot que les enfants connaissaient bien parce que grand-mère y plongeait un couteau à manche de bois chaque matin pour en extraire cette graisse blanche et ferme qui s'étalait sur le pain chaud, avec une facilité parfaite. Le Saint-Doux, la graisse de porc fondue et filtrée lors de la tue cochon, conservée dans le froid naturel du cellier, étalée généreusement sur une épaisse tranche de pain de campagne, avec quelques grains de sel gris par-dessus. Dans les régions du centre, de l'Auvergne et de la Bourgogne, c'était le petit déjeuner des paysans, des maçons, des artisans, de tous ceux qui savaient que la journée serait longue et qu'il fallait des calories solides pour y faire face. On disait qu'une bonne tartine tenait au corps jusqu'à midi, même par grand gel. Rien n'était perdu lors de la tue cochon. Le Saint-Doux servait à cuire, à frire, à confire les viandes, mais aussi à conserver les rillettes dans des pots scellés d'une couche blanche protectrice. Riche en énergie, stable à la cuisson, il était adapté à un mode de vie physiquement exigeant, bien loin de la sédentarité moderne. Son goût discret laissait toute sa place au pain, encore chaud sorti du four communal. Les campagnes de santé publique des années 70 diabolisent les graisses animales avec une conviction qui ne souffre aucune nuance. Le Saint-Doux devient l'ennemi de la santé cardiovasculaire nationale. Les médecins le déconseillent, les magazines féminins le bannissent. Et une tradition culinaire millénaire, nourricière et parfaitement adaptée au mode de vie paysan, disparaît en moins d'une décennie, remplacée par des margarines végétales que l'on nous présentera 30 ans plus tard comme problématiques à leur tour. Dans bien des maisons, le pot en grès a fini relégué au grenier, avec les gestes simples qu'il incarnait. Le café à la chaussette, café de chicorée filtré maison. À 6 heures du matin, avant même que la lumière grise de l'hiver ne commence à passer par la fenêtre embuée, il y avait ce rituel précis et immuable. Le filtre en tissu, cette poche de coton blanc suspendue au-dessus de la cafetière en émail, dans lequel on versait lentement et patiemment l'eau bouillante à la main.
On l'appelait la chaussette, avec l'affection légèrement moqueuse que l'on réserve aux objets que l'on connaît trop bien pour les prendre au sérieux. Le mélange n'était pas du café pur. C'était du café et de la chicorée Leroux ou Williott en proportions égales, parfois même avec plus de chicorée que de café les semaines où le budget était serré. La chicorée adoucissait l'amertume, allongeait le volume, donnait cette couleur brun foncé caractéristique qui tachait les bols d'une façon que le café seul n'a jamais su reproduire. Et le résultat était versé brûlant dans un grand bol, jamais dans une tasse, toujours dans un bol à 2 anses, que l'on tenait à 2 mains dans la chaleur du matin. La cafetière électrique Moulinex de 1963 change tout en quelques années. Elle est moderne, elle est rapide, elle est propre. Elle ne demande pas de surveiller l'eau ni de tenir la chaussette à la bonne hauteur. Et progressivement, le rituel patient du matin cède la place à la commodité électrique. La chicorée résiste un peu plus longtemps dans les foyers du Nord et de la Normandie, mais elle aussi finit par reculer. Le vrai problème ne faisait pourtant que commencer, parce qu'en perdant ce rituel, on perdait aussi les 10 minutes de silence matinal qu'il imposait. La tartine de rillettes du Mans au petit déjeuner. Voilà quelque chose que peu de gens savent aujourd'hui. Dans la Sarthe, la Touraine et le Maine, les rillettes ne sont pas un apéritif. Elles ne sont pas non plus un repas du midi. Dans les années 60, les rillettes maison fabriquées lors de la tue cochon et conservées dans des pots de grès bouchés au saindoux sont un petit déjeuner parfaitement ordinaire pour des milliers de familles. Une épaisse tranche de pain de seigle, des rillettes étalées généreusement, 1 ou 2 cornichons maison piqués sur la fourchette à côté, et le grand bol de café à la chicorée. On se souvient encore de cette odeur grasse et profonde qui montait dès l'aube, mêlée à celle du feu de bois. Préparée lentement pendant des heures, ces rillettes représentaient le summum de l'économie paysanne. Rien du cochon n'était gaspillé. Elles apportaient plus de 550 calories par tartine, un carburant parfait pour les vendanges, les labours ou les journées de maçonnerie. C'était le goût même de l'enfance rurale, simple, franc et rassurant. L'industrialisation des rillettes dans les années 70 les transforme en produits de charcuterie standardisés, vendus en barquettes plastiques dans les supermarchés. Et avec ce déplacement commercial, elles changent d'usage social. Elles deviennent un produit de déjeuner ou d'apéritif, plus jamais de petit déjeuner. La frontière entre les repas se rigidifie, et ce qui était parfaitement naturel le matin devient incongru, presque vulgaire, aux yeux de la génération qui a grandi avec les biscottes et la confiture industrielle. L'œuf à la coque, avec mouillette de pain beurré, version quotidienne ouvrière. Attention, il ne s'agit pas ici du petit déjeuner du dimanche, du repas de fête, servi dans le service en porcelaine blanche. Il s'agit du petit déjeuner de tous les jours dans certains foyers ouvriers et paysans qui avaient un poulailler et des œufs frais en permanence. L'œuf du matin venait d'être ramassé quelques minutes plus tôt dans le poulailler du jardin, encore tiède parfois, portant encore la trace légère de la paille. Il était plongé dans l'eau bouillante pendant exactement le temps que la grand-mère comptait mentalement, sans regarder d'horloge, parce qu'elle savait. Posé dans le coquetier en bois tourné ou en métal émaillé, ouvert avec le dos de la cuillère et accompagné de mouillettes de pain beurré taillées à la main dans une tranche épaisse. Ce geste simple concentrait une sagesse ancestrale. 3 minutes et demie pour un jaune coulant, parfait, riche en protéines complètes, choline et vitamines liposolubles, un carburant idéal pour les longues journées d'usine ou des champs. Les enfants se souviennent encore du petit bruit sec de la coquille qui cède, de la vapeur qui s'échappe et de cette émotion particulière de manger un œuf né le matin même, dans leur propre jardin. Le café noir très fort et un verre d'eau à côté. Pas de jus d'orange, pas de yaourt, pas de fruits. Juste l'essentiel. Juste ce qui nourrit vraiment. Quand les poulaillers domestiques disparaissent des jardins urbains et périurbains dans les années 60, les œufs frais du matin deviennent des œufs achetés en boîte de 6 au supermarché. Et quelque chose dans ce petit déjeuner perd son sens le plus profond. Un œuf acheté n'est pas la même chose qu'un œuf ramassé ce matin. Et tout le monde le sait, même si personne ne sait exactement pourquoi. La soupe de pain grillé au bouillon, version matinale. Il y a des petits déjeuners qui font partie de la mémoire difficile de la France, ceux que l'on ne célèbre pas avec nostalgie parce qu'ils rappellent une pauvreté que l'on a préféré oublier rapidement dès que le niveau de vie l'a permis.
Dans les foyers très modestes des régions rurales du Massif central, quand il ne restait rien d'autre, ou presque, on réchauffait les restes du bouillon de la veille dans la casserole en fer. On faisait griller une tranche de pain rassis directement sur la plaque chaude du fourneau à bois jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et légèrement noircie sur les bords. Et on la plongeait dans le bouillon chaud avec un filet de vinaigre pour réveiller les saveurs. Ce geste portait en lui des siècles de survie paysanne. Le vinaigre, souvent de vin, aidait à la digestion et masquait le goût parfois fade du bouillon, fait d'eau, d'oignons et d'un os récupéré. Il apportait à peine 250 à 350 calories, juste assez pour calmer la faim et permettre de travailler jusqu'à midi. Les anciens se souviennent du crépitement du pain, de la vapeur acide qui montait et de cette chaleur humble qui réchauffait les mains rougies par le froid. Les 30 glorieuses ont effacé ce petit déjeuner avec une rapidité presque brutale. L'augmentation du pouvoir d'achat, qui progresse de 170% entre 1950 et 1975, permet enfin à ces familles de manger autrement le matin. Et personne ne regarde en arrière. Ce petit déjeuner-là ne manque à personne, et c'est peut-être la seule chose normale dans cette histoire. Mais il faut quand même le nommer parce qu'il a nourri des générations entières qui ont construit ce pays. Le chocolat à l'ancienne au lait cru préparé avec tablette râpée. Ce n'est pas du Nesquik. Ce n'est pas de la poudre instantanée que l'on verse dans du lait tiède en remuant 30 secondes. Ce chocolat-là demande du travail et de l'attention. Et c'est précisément ce travail et cette attention qui en font quelque chose d'irremplaçable. La tablette de chocolat à cuire meunier ou poulain, dans son emballage doré et vert reconnaissable entre tous, est râpée à la main sur la râpe en métal avant d'être fondue progressivement dans le lait cru, chauffé sur le gaz à feu très doux, avec un fouet en fer que l'on ne lâche pas sous peine de voir le lait collé au fond de la casserole. Le sucre, ajouté selon le goût de chacun. Et la fine peau de lait qui se forme sur le dessus si on attend trop longtemps avant de servir, cette peau que les enfants adoraient ou détestaient, mais qui ne laissait personne indifférent. Versé dans le grand bol à oreilles en faïence blanche ou à décor bleu cobalt, celui qui avait son prénom gravé dessous ou qui était réservé au matin froid de l'hiver. Le lait eût été commercialisé en France dès 1965, puis les chocolats instantanés qui promettent le même goût en 30 secondes, sans fouet ni surveillance, emportent ce rituel en quelques années. Ce qu'on imaginait être un simple gain de temps s'est révélé être la disparition d'un moment de soin matinal que rien dans nos cuisines modernes n'a su remplacer vraiment. La tartine de miel de pays avec beurre fermier non pasteurisé. Il y a dans ce petit déjeuner une précision géographique et relationnelle que l'on oublie complètement aujourd'hui. Le miel n'est pas acheté dans un supermarché, dans un pot standardisé, avec une étiquette nationale. Il est acheté directement à l'apiculteur du village voisin, en pot de verre ou en pot de terre, avec le goût exact des fleurs de ce territoire précis, de cette vallée, de ce plateau de ces champs qui entourent le village. Le beurre fermier non pasteurisé à la motte, acheté au marché du jeudi auprès de la fermière qui y vient chaque semaine, avec sa charrette, découpé à la demande avec un fil de beurre et emballé dans du papier ciré. Et le pain de campagne cuit dans le four du boulanger du village qui livre 3 fois par semaine et dont le pain a une croûte qui résiste et une mie dense qui tient sous la confiture ou le miel. Les réglementations sanitaires européennes des années 80 encadrent progressivement puis restreignent la vente de lait cru et de produits laitiers non pasteurisés. Les petits apiculteurs locaux ferment les uns après les autres, incapables de se conformer aux nouvelles normes d'étiquetage et de traçabilité conçues pour des productions industrielles. Et ce petit déjeuner, qui reposait entièrement sur une économie de proximité directe et de confiance personnelle, disparaît avec les personnes qui le rendaient possible. Le cacao banania version originale avec farine de banane et sucre de canne. La formule que vous achetez aujourd'hui dans les supermarchés sous ce nom n'a presque rien à voir avec le banania des années 60. Et c'est précisément ce point que personne ne dit clairement. La formule originale créée en 1914 et maintenue jusque dans les années 70 contient de la farine de banane, du cacao, du sucre de canne et de la fécule d'arrowroot dans des proportions qui donnent au mélange une consistance épaisse et nourricière que la poudre chocolatée actuelle ne peut pas reproduire. Il faut le préparer à chaud
avec un fouet. En le chauffant progressivement dans le lait pour obtenir cette bouillie légèrement épaisse que l'affiche du tirailleur sénégalais en uniforme bleu, créé en 1915 et utilisé jusqu'en 1977, rendait immédiatement reconnaissable. Les enfants des années 60 gardent encore en mémoire cette odeur suave et caramélisée qui remplissait la cuisine les matins d'école. Préparée lentement au fouet, Banania devenait une vraie bouillie réconfortante. Riche en amidon résistant de banane et en fécule d'arrowroot aux vertus digestives. Il tenait au corps jusqu'à 10 heures, offrant un apport énergétique soutenu bien supérieur aux versions modernes. C'était le rituel doux des matins d'hiver, le bol chaud entre les mains froides, le sourire bienveillant du tirailleur sur la boîte en fer. Un petit déjeuner qui avait le goût de l'enfance et de la France d'après-guerre. La reformulation industrielle progressive, dans les années 70, simplifie la recette pour réduire les coûts de production et faciliter la préparation à froid. Le résultat est une poudre chocolatée ordinaire qui se dissout dans du lait froid et qui a perdu la farine de banane, la fécule et cette texture particulière qui faisait toute la différence nutritionnelle. Banania existe toujours, mais le Banania des années 60, lui, a disparu en 1970, sans que personne ne le remarque vraiment. Les biscottes Victor et tartines industrielles, premier petit déjeuner modernisé. El Cris. C'est le premier mot qui vient quand on pense aux biscottes des années 60. Ce bruit sec et cassant de l'emballage papier que l'on ouvre, puis de la biscotte elle-même que l'on en casse, toujours en deux, toujours de la même façon, avec le pouce posé exactement au milieu. Dans les foyers bourgeois urbains des années 60, les biscottes Victor, puis Eudebert, après la fusion des marques, représentent la modernité alimentaire du matin. Légère, pratique, qui se conservent des semaines dans leur emballage, elles s'opposent exactement à tout ce que représente le pain rassis de grand-mère et sa durée de vie imprévisible. On les mange étalés de confiture de groseille ou de miel, avec le café filtré dans la toute nouvelle cafetière électrique, et on se sent moderne, rationnel, en accord avec son époque. Ce craquement si particulier, presque cérémonial, reste gravé dans la mémoire collective. Produite par double cuisson, elle symbolisait le triomphe de l'industrie sur l'artisanat, de la conservation sur le quotidien périssable. Pour les mères de famille récemment installées en ville, c'était une petite victoire. Fini les courses quotidiennes de pain, fini la honte du pain rassis. On les trempait avec fierté dans le bol, heureux de participer à ce progrès tangible que vantait la publicité. Elles furent la première porte d'entrée discrète vers une alimentation industrialisée. Ce qui est fascinant dans ce petit déjeuner, c'est qu'il représente précisément le moment de bascule entre la tradition et l'industrie alimentaire. La biscotte n'est pas le point d'arrivée de la modernisation du petit déjeuner français. Elle en est le premier signe visible, la première rupture acceptée avec enthousiasme, la porte ouverte sur tout ce qui suivra dans les décennies suivantes. La tartine de confiture maison sur pain noir, cerises, prunes et coingues. L'été, dans les cuisines françaises des années 60, sent le sucre caramélisé et la vapeur de fruits chauds. C'est la saison des confitures. La grande bassine en cuivre jaune est descendue du grenier, les fruits du jardin sont triés et pesés sur la balance, à plateau, et pendant des heures, la cuisine devient un laboratoire de conservation qui remplira le cellier pour tout l'hiver. Les bocaux, le parfait refermé avec une rondelle en caoutchouc et une paraffine fondue versée dessus, qui fige en quelques minutes en formant un bouchon parfait. Les étiquettes écrites à la main avec le contenu et la date. Et chaque matin d'automne et d'hiver, cette confiture de cerises noires ou de prunes de Reine Claude ou de coings grises étalées sur le pain de seigle, avec le couteau à manche de bois que la grand-mère avait reçu de sa mère et qu'elle n'aurait échangé pour rien au monde. Bonne Maman est lancée en 1971, avec son couvercle à carreaux Vichy rouge et blanc, ses étiquettes manuscrites imitées et son positionnement nostalgique qui vante exactement l'image de la confiture maison, tout en la remplaçant définitivement. En 10 ans, la bassine en cuivre disparaît des cuisines françaises. Les confitures artisanales deviennent une exception. Et la génération qui avait passé des étés entiers à surveiller la cuisson des fruits se retrouve à acheter en supermarché ce qu'elle faisait elle-même avec une fierté tranquille. Ce n'est pas un progrès, c'est une substitution. Le lait de poule du matin, boisson matinale reconstituante.
Aujourd'hui, si vous proposez un lait de poule à un enfant malade, les parents regardent avec une inquiétude que les années 50 et 60 n'auraient pas comprise. Parce qu'à cette époque, le lait de poule n'est pas une boisson de fête ou un cocktail de Noël. C'est un fortifiant quotidien, une médecine de cuisine que chaque grand-mère connaît et prépare sans hésiter. Un jaune d'œuf frais battu énergiquement dans un bol avec du lait chaud, du sucre et parfois une cuillère de rhum pour les adultes ou les personnes âgées. Servi aux enfants malades, aux personnes qui se remettent d'une convalescence, aux femmes enceintes, aux vieillards qui ont du mal à s'alimenter. La logique est simple et empirique. Le jaune d'œuf apporte des protéines et des graisses facilement assimilables. Le lait chaud réconforte, le sucre donne de l'énergie rapide. La suspicion envers les œufs crus grandit dans les années 80, avec la médiatisation des risques de salmonelle. La nutrition devient une science médicale qui remplace progressivement le bon sens domestique. Et le lait de poule, qui avait nourri et réconforté des générations entières, sans jamais poser de problème, documenté dans son usage familial ordinaire, disparaît sous la pression d'une médicalisation de l'alimentation qui transforme chaque geste culinaire en risque potentiel. La tartine à l'huile d'olive et sel, version méridionale provençale. Dans le midi de la France, dans les mâts provençaux, dans les villages languedociens, dans les maisons des vignerons et des maçons qui partaient travailler avant le lever du soleil, le petit déjeuner du matin ne ressemble pas à celui du Nord. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de confiture. Il y a du pain grillé, de l'huile et du sel. Une tranche de pain de campagne grillée directement sur la plaque du fourneau ou dans la cheminée, jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et légèrement croustillante. Frottée sur une face avec une demi-gousse d'ail qui s'imprègne dans la mie chaude. Arrosée d'un filet généreux d'huile d'olive locale, acheté chez le moulinier du village en bidon de fer blanc et saupoudré de quelques grains de gros sel de mer. C'est tout, et c'est parfait. L'uniformisation alimentaire nationale, qui s'accélère dans les années 60 et 70, impose progressivement le modèle nordique du petit déjeuner français, le pain beurré, la confiture, le café au lait comme norme nationale unique. Le beurre, qui était une denrée nordique, devient le standard de tout le pays. Et la tartine à l'huile d'olive du matin, aussi authentique et ancienne que la cuisine provençale elle-même, recule vers le déjeuner, puis vers l'apéritif, puis vers l'oubli presque complet dans son usage matinal. La bouillie de farine de maïs, la gaude bourguignonne et franc-comtoise. Il existe des aliments régionaux tellement enracinés dans un territoire qu'ils portent un nom que le reste du pays ne connaît pas. La gaude en est un. Ce mot désigne la farine de maïs torréfiée, grillée avant d'être moulue, spécifique à la Franche-Comté et à la Bourgogne, documentée dans ces régions depuis le XVIIe siècle, et consommée chaque matin sous forme de bouillie épaisse. La gaude est cuite longuement dans le lait chaud, en remuant constamment avec une cuillère en bois pour éviter les grumeaux, jusqu'à ce qu'elle forme une bouillie dense et légèrement granuleuse que le goût du maïs grillé rend immédiatement reconnaissable et inimitable. Sucrée avec du miel ou de la vergeoise, versée dans le grand bol du matin, mangée avec le couteau à pain en attendant l'heure de partir au champ ou à l'école. Le dernier moulin à gaude de Bourgogne ferme dans les années 80. Sans le moulin, pas de farine. Sans la farine spécifique, pas de gaude. Et sans la gaude quotidienne, un territoire entier perd un marqueur identitaire matinal que 5 générations avaient partagé sans interruption. Aujourd'hui, on peut encore trouver de la farine de gaude dans quelques épiceries régionales, mais personne ne la mange plus au petit déjeuner. C'est là que tout a basculé. Le café arrosé du matin, café Calva ou café rhume ouvrier. Avant de juger, il faut comprendre le contexte. L'ouvrier ou le paysan normand qui avale son café Calva debout au zinc du café-buvette du village, à 6 heures du matin en 1960, n'est pas en train de boire par vice ou par faiblesse. Il est en train de se préparer à une journée de travail physique épuisant dans le froid et l'humidité, et ce geste est aussi ordinaire et socialement accepté dans son milieu que de prendre un café seul lait dans le nôtre. Un café noir très fort, serré, amer, avec un petit canon de Calvados versé dedans, ou de rhum dans les régions portuaires bretonnes et normandes. Consommé debout au comptoir en étain du café, entre hommes, en quelques minutes, avant de rejoindre le chantier, l'étable ou le champ. La chaleur de l'alcool se mêle à celle du café
et crée quelque chose qui tient chaud de l'intérieur pendant plusieurs heures, ce que les Normands savent depuis des siècles. La législation sur l'alcool au travail se renforce progressivement à partir des années 60. Les normes sociales évoluent. Et le café calva du matin recule lentement de la normalité vers la marginalité, puis vers l'anecdote folklorique que l'on raconte en souriant sans vraiment comprendre ce qu'il représentait pour ceux qui le buvaient. Ce qui était un rituel de solidarité masculine et de préparation au travail est devenu une image d'Épinal légèrement embarrassante. Les mouilles à moustache, pain trempé dans le café au lait. Il y a des expressions populaires qui disparaissent avec les objets qui les ont créées. Celle-ci a disparu 2 fois en même temps, d'abord comme geste, ensuite comme mot. Mouille ta moustache. C'est le nom affectueux et légèrement moqueur que l'on donnait dans la France populaire des années 50 et 60 à ce geste universel et quotidien, de tremper le pain dans le grand bol de café au lait du matin. Le bol à 2 anses, le bol à oreilles, comme on disait, celui en faïence blanche ou à décor bleu de Quimper, était précisément conçu pour être tenu à 2 mains et pour y plonger des tranches épaisses de pain beurré, qui se gorgeaient de café chaud en ramollissant progressivement. Ce geste n'était pas une façon de manger par faute de cuillère ou par paresse. C'était un rituel matinal, ancré dans les corps depuis l'enfance. Une façon de commencer la journée qui occupait les mains, qui réchauffait, qui ralentissait le temps dans une vie qui allait vite. Et l'expression elle-même, avec son humour populaire direct et sa familiarité affectueuse, dit tout ce qu'il y a à savoir sur la façon dont la France ordinaire parlait de ses propres habitudes. Quand le bol à oreille a cédé la place à la tasse à café individuelle, le geste est devenu impossible, et le mot est mort avec lui. La tartine de fromage blanc fermier avec sucre roux et noix. Dans la crèmerie du quartier, ou directement à la ferme voisine, il était vendu dans un pot en terre ou un bol en faïence blanche, couvert d'une toile fine, avec cette texture légèrement grumeleuse et ce goût acidulé que les fromages blancs industriels lisses des décennies suivantes ne reproduiront jamais vraiment. Le fromage blanc battu à la ferme, épais et légèrement acide, étalé sur le pain avec une cuillère, recouvert de sucre roux en morceaux ou de vergeoise du Nord, selon la région, avec des cerneaux de noix fraîches écrasés grossièrement dessus. Un petit déjeuner protéiné, nourrissant, frais, qui associe l'acidité du fromage, le croquant des noix et la douceur du sucre avec une intelligence culinaire populaire que personne n'avait formalisée, mais que tout le monde pratiquait. La fermeture progressive des crèmeries artisanales de quartier dans les années 70, incapable de résister à la concurrence des grandes surfaces, emporte avec elle les fromages blancs fermiers qui n'ont jamais eu de logique industrielle. Les fromages blancs qui les remplacent dans les rayons réfrigérés sont lisses, homogènes, calibrés, et n'ont plus rien de la personnalité acide et grumeleuse de l'original. La tartine de fromage blanc fermier avec ses noix et son sucre roux devient progressivement impossible à préparer, non pas parce que la recette est compliquée, mais parce que l'ingrédient principal a disparu des circuits d'approvisionnement ordinaires. La soupe de châtaigne du matin, version limousine et corse. En hiver, dans le Limousin, la Corse, l'Ardèche et les Cévennes. La châtaigne est une civilisation entière. Elle nourrit les hommes et les animaux depuis des siècles, elle structure l'économie domestique, elle donne son nom au village et au chemin. Et le matin, elle arrive sur la table sous forme de soupe épaisse et chaude qui prépare à affronter le froid et la journée de travail. Les châtaignes séchées à l'automne, dans les séchoirs traditionnels appelés les clèdes, réduites en farine au moulin local, conservées dans des sacs en toile dans le cellier. Le matin, cette farine est délayée dans le lait ou dans l'eau chaude, cuite doucement, en remuant jusqu'à former une bouillie dense et légèrement sucrée naturellement, avec le goût profond et terreux de la châtaigne torréfiée qui se mêle à la douceur du lait. Les moulins à châtaignes ferment les uns après les autres, dans les années 70, à mesure que l'exode rural vide les châtaigneraies de leurs récoltants. Sans entretien, les châtaigniers anciens dépérissent. Sans moulin, la farine disparaît des circuits locaux. Le dernier usage domestique courant de la soupe de châtaigne au petit déjeuner est daté approximativement autour de 1965 à 70, dans les témoignages oraux recueillis par les écomusées régionaux. Après cette date, c'est une pratique de vieux, dit-on. Puis c'est une pratique de personne.
Ce que vous venez de traverser n'est pas une liste de 18 petits déjeuners pittoresques. C'est la chronologie d'une transformation radicale et irréversible de la façon dont une nation entière commence sa journée, opérée en moins de 20 ans. Entre 1960 et 1980, sous des forces économiques, réglementaires et culturelles qui ne se donnaient pas pour mission de détruire quoi que ce soit, mais qui ont tout détruit quand même. Il reste encore quelques personnes qui se souviennent du bruit des bouteilles de lait sur le palier avant l'aube, du goût de la chicorée dans le grand bol à 2 anses, de l'odeur du saindoux sur le pain chaud un matin de janvier. Ces souvenirs sont des archives vivantes que aucun musée, aucun livre de cuisine et aucune base de données ne peut remplacer. Quel petit déjeuner de cette liste réveille en vous un souvenir précis, une image, une odeur, un geste de cuisine que vous n'aviez pas convoqué depuis longtemps? Partagez-le dans les commentaires, parce que ce que vous déposez là, personne d'autre que vous ne peut le donner. Si cette vidéo vous a ramené quelque part, que vous aviez oublié de visiter depuis des années, un like lui permet d'atteindre ceux qui attendent sans le savoir, de retrouver ces mêmes matins. Abonnez-vous pour continuer ce voyage dans la mémoire populaire et quotidienne de la France, celle des cuisines ordinaires et des matins ordinaires qui ont fait des gens extraordinaires.